Every street I know only drags you down. Hear the poet's voice spin a line on you. But melancholy friends, they're so untrue. Tonight we belong to a different place, baby, you and I. Tonight we belong to a different place. Let the people dance to a sorry tune. Solitary hearts, solitary moon. But I don't ask too much from this lonely life. See the neon signs, and all I know is I'm every dice you throw. Turn the lights down low, baby, you know I'm every dice you throw. Turn the lights down low. We could take a trip just to lose our way. Let this restless night become a restless day. Every dice you throw. Turn the lights down low, baby, you know I'm every dice you throw. Turn the lights down low. 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 Baby, you know I'm every dice you throw. Turn the lights down low, baby, you know I'm every dice you throw. Turn the lights down low, turn the lights down low. On this shabby town, every street I know only drags you down. Hear the poet's voice spin a line on you. But melancholy friends, they're so untrue. Tonight we belong to a different place, baby, you and I. Tonight we belong to a different
Donc, ouais. Oula. Il m'a remis. Turn the lights down low. We could take a trip just to lose our way. Let this restless night become a restless day. Mon ami Thierry là-haut, voilà, magnifique. Je vais vous inviter à vous asseoir pour qu'on puisse reprendre un petit pas chassé pour rejoindre votre fauteuil. Une pirouette s'il le faut pour passer sur un collègue. Non, juste après, je vous appelle. On va démarrer dans un instant. Ah, le comble pour les Crous, ce serait quand même d'avoir le déjeuner en retard. Donc, tout est conditionné à l'heure du déjeuner. Allez, on va s'installer. Michael Delafosse, le maire de Montpellier, va s'installer à mes côtés, se saisir d'un micro. Voilà, alors je profite de ces instants d'installation aussi pour vous signaler pour la séance de questions-réponses tout à l'heure qu'on a des micros aussi dans la partie haute. Vous n'êtes absolument pas oubliés. Donc n'hésitez pas à vous signaler quand vous voudrez prendre la parole tout à l'heure. J'ai des complices qui pourront vous donner la parole. Voilà, allez, installez-vous. Merci. Comment on fait dans les conseils municipaux, Michael Ah, il y a une sonnerie dans les conseils municipaux. Bah voilà. Voilà. Ah bah voilà. Eh ben là, alors là, on a largement le quorum. Donc la sonnerie virtuelle a retenti. Je vous remercie. Merci, s'il vous plaît. Je vous remercie d'accueillir Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui nous rejoint. Bienvenue, Michael Delafosse. Alors, la table ronde qu'on va ouvrir par ce petit entretien vise à discuter des transitions, alors pas uniquement écologiques, mais aussi sociétales, sociales. La question de l'engagement aussi, dont on a déjà beaucoup commencé à parler, mais qui est au cœur de cette table ronde, et évidemment de la manière dont les Crous peuvent adresser ces enjeux. Michael Delafosse, vous êtes, pour ceux qui ne le sauraient pas, aussi l'ancien président de la LMDE, donc vous connaissez évidemment extrêmement bien. Il me glissait à l'oreille, c'est un peu une réunion aussi d'anciens ici. Donc évidemment, on a affaire à un expert qui est passé à autre chose maintenant. Mais j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle pour démarrer. Effectivement, c'est comment est-ce que vous percevez le rôle des Crous et leur évolution avec cette triple casquette ? C'est vrai que, comme d'autres ici, avant d'avoir l'honneur d'être le maire de Montpellier, j'ai eu un engagement étudiant ce qu'on appelait l'UNEFID, la mutuelle des étudiants, donc gérer le régime étudiant de sécurité sociale, et que ce soit les œuvres universitaires, les conseils d'administration, ce sont quand même des creusets de citoyenneté. Je ne serais sans doute pas le maire de Montpellier si je n'avais pas eu cet engagement. Et d'une certaine manière, la question de l'enseignement supérieur, du statut des étudiants, quand vous êtes impliqué à 20 ans, ça vous poursuit. Et je suis maintenant très heureux très honoré d'être invité ici comme grand témoin. Et cette fois-ci, de prendre la parole comme président de métropole et maire d'une ville étudiante. Et quand même de saluer les Crous. Tout ce que nous pouvons faire avec les Crous pour la vie de nos étudiants qui sont présents sur nos territoires, dont l'apport est essentiel, qu'ils soient évidemment lycéens dans la commune, qu'ils viennent d'autres régions françaises ou qu'ils viennent du monde entier. Et les Crous
j'écoutais avec beaucoup d'intérêt le débat, mais quand même accompagne le grand service public qui est celui de l'enseignement supérieur. Récemment, moi, je participe comme maire à des remises de diplômes d'étudiants dans des cérémonies. Et c'est l'occasion de dire quand même que si tout n'est pas parfait dans notre pays, bien sûr, on viendra au défi. Quand même, c'est assez incroyable que des études de qualité soutenues par les Crous soient là. Et ce sont des partenaires absolument essentiels pour les collectivités territoriales parce qu'il y a plein de gens qui viennent vous parler des étudiants pour vous dire, monsieur le maire, il faut faire du logement pour vos étudiants. Oui, oui, oui. Monsieur le maire, nous, on a des super solutions pour vos étudiants. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé les grandes fiabilités à avoir les œuvres universitaires, c'est-à-dire un service public pour produire des résidences étudiantes dont je sais que les prix, donc je sais que l'obtention sera sur la base de critères sociaux et que quand nous sommes confrontés à des difficultés pour nos étudiants, et je ne dis pas qu'à Montpellier tout est réglé, loin de là, eh bien, très souvent, c'est avec le Crous que nous pouvons nouer du partenariat, faire ensemble. Et donc, ce jeu d'acteurs, cette coalition d'acteurs entre les collectivités territoriales et les œuvres, eh bien, plus elles existent, plus nous sommes efficaces pour mieux accompagner les étudiants dans leur réussite, dans leur expérience de vie étudiante, pour essayer de faire reculer la précarité étudiante. Donc, les Crous sont, là je me fais porte-parole de mes collègues, sont des partenaires indispensables des collectivités territoriales et plus nous intensifions, meilleurs nous sommes. Alors, le message d'amour est passé. Dans le débat qui va suivre, on va se demander comment faire face aux transitions, en particulier écologiques. Vous l'avez dit, il y a le logement, il y a évidemment aussi la question de l'alimentation en termes de postes, tout simplement, de gaz à effet de serre. Quand on est maire, évidemment, tout ça, c'est pas directement dans vos mains, mais c'est des challenges que vous avez à affronter à Montpellier. Comment vous voyez un petit peu l'articulation sur ces transitions ? D'abord, il faut se dire les choses, c'est une préoccupation de la génération. Je parle devant Roby Morder, ce qui était des étudiants dans les années 90, ces questions-là n'étaient pas leur sujet. Il y a aujourd'hui une prise de conscience écologique très forte, très exigeante d'ailleurs des étudiants, et elle est bien légitime. Et on la voit à tous les niveaux. Je viendrai sur la question alimentaire. On la voit sur la question des mobilités. Ce rapport aux mobilités, comment nos étudiants accèdent au transport collectif, comment les étudiants se déplacent en vélo, voilà. Et là, ils sont partie prenante. Alors à Montpellier, nous, on a rendu les transports gratuits pour ceux qui vivent dans la métropole et on a beaucoup travaillé avec, je veux saluer l'ancien directeur du Crous, ici, sur les sujets de mobilité, cyclables, etc. Voilà. Et puis, il y a les sujets du bâtimentaire Crous. Voilà, le bâtimentaire Crous, il était hérité des années 70, pas sobre, et on a soutenu les collectivités territoriales, garantie d'emprunt, aide à la pierre, des grands plans de réhabilitation thermique. Dorénavant, nous allons connecter des résidences étudiantes des CTU à nos réseaux de chaleur, ce qui permet à la fois de réduire nos énergies fossiles et de protéger les finances, parce que des variations du prix de l'énergie, comme on l'a vu lors du choc énergétique après la guerre en Ukraine. Sur les questions alimentaires, c'est un sujet parce que, je vais le prendre sous l'angle d'un maire. Nous, ce qu'on voit, c'est les évolutions des commerces autour des campus. Tacos, tout ça, là. Enfin, vous voyez à quoi je fais allusion. Et nous, la question, c'est comment les étudiants ont une alimentation de qualité, équilibrée. Ça, c'est l'enjeu. Et donc, évidemment, soutenir une offre de restauration universitaire avec des choix qui ont été faits sur la diversification. Moi, je rentrerai moins dans le contenu de l'assiette parce que ce n'est pas directement ma prérogative, mais c'est extrêmement important. Et donc, ça, plus les Crous ont une offre de restauration universitaire accessible, et de ce point de vue, le repas à 1 € est précieux, à proximité, plus c'est efficace. Plus on a des cafétérias qui peuvent être ces lieux qui sont aussi des lieux de sociabilité, mieux c'est
que des opérateurs privés qui ont tout à fait le droit d'exister autour de nos campus. Mais en fait, on est plus rassuré quand les étudiants mangent dans les restaurants U. Après, il y a les étudiants, c'est le phénomène sur lequel je voudrais revenir qui nous a tous frappés, c'est les longues files d'attente dans les distributions alimentaires, qui a été sans doute un des éléments, en tout cas pour moi, très nouveau. Et là aussi, il y a un travail. Moi, je veux saluer la directrice du Crous de Montpellier, voilà, où on structure avec la volonté des associations étudiantes, des épiceries sociales étudiantes. Pendant la crise Covid, les distributions alimentaires avaient lieu dans les Crous. Là, on essaye de structurer des épiceries sociales qui viennent en complément de la restauration alimentaire, parce que voilà, on sait qu'il y a des grandes vulnérabilités sur ces sujets-là, en particulier pour même si évidemment je ne veux pas généraliser, mais les étudiants étrangers. Enfin, voilà, moi j'ai eu beaucoup d'étudiants ultramarins, c'est un gros enjeu. On va pouvoir le détailler tout à l'heure parce que ça fait partie des points qui tiennent à cœur de certains des intervenants. Peut-être une dernière question sur ces transitions qui sont aussi sociales, qui sont aussi dans les comportements. Comment est-ce que vous voyez la question de l'association des étudiants à la conception, ou des jeunes, à la conception des politiques publiques localement? C'est un sujet pour vous, je pense, l'innovation aussi en termes de conduite des politiques publiques. Et il faut qu'ils prennent toute leur place. C'est très important que les représentants étudiants puissent être partie prenante et d'avoir... que la parole étudiante puisse venir aider la construction des politiques publiques, la co-construire quand c'est possible, y être attentif en tout instant. Moi, je vais prendre un exemple qui est pour moi absolument essentiel. Beaucoup d'étudiants disent « Mais monsieur le maire, c'est dur de se loger à Montpellier, on nous demande des garanties, c'est très difficile d'accéder au logement. » Bon, mais ce ressenti-là, qui est souvent très justement exprimé par les représentants étudiants, il doit continuer à nous interpeller pour faire de la question de la production de logements à des prix maîtrisés une priorité absolue. Je veux profiter de cette tribune pour le dire, voilà, parce que quand les Crous produisent du logement, ils détendent le marché locatif. Ils permettent à des étudiants d'accéder au logement. Et cette parole-là, qui est souvent... J'écoutais la représentante, l'élu au CNUS, qui évoquait la question de la précarité. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à accompagner le développement de résidences universitaires étudiantes. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, c'est une tension sur le locatif privé. Ce sont des difficultés d'accès pour les étudiants. Donc la parole, elle est à la fois pour construire des projets sur accompagner la citoyenneté, mais c'est aussi entendre les problématiques qui peuvent se poser. Et donc, quand vous êtes le maire de Montpellier, il y a 81 000 étudiants. Pour beaucoup, ils exercent leur citoyenneté dans leur commune d'origine, ce qui est tout aussi respectable, mais leur parole compte. Comme capter la parole des étudiants étrangers est absolument indispensable, parce qu'au fond, ce sont des habitants de nos villes, et donc leur place, elle compte, et mieux ils se sentent, mieux la ville se porte. Eh ben merci. On peut remercier Mickaël Delafosse. Alors, vous restez avec nous, Mickaël. Je vais demander aux autres intervenants de nous rejoindre. Je vais céder ma place pour que tout le monde ait une chaise. Donc, Suzanne Nijdam, la présidente de la FAGE, Philippe Mauguin, le président d'INRAE, Claire Toury, la présidente du mouvement associatif, et Sophie Roussel, la directrice du Crous de Strasbourg. Selon les arrivées, c'est parfait. Bougez pas, Mickaël, vous restez en plein milieu. Et comme ça, tout le monde a une place. Bonjour, bienvenue. Sophie, installez-vous au bout, et comme ça, personne n'a besoin de traverser la scène en se mettant en danger. Parfait. On est au complet. Merci à tous les 5 d'être là. On a brossé un peu quelques enjeux. Voilà, je retrouve ma petite place au pied. Et voilà, je tombe. On va maintenant pouvoir prolonger. Mickaël Delafosse, vous avez une espèce de carte blanche. Vous attrapez le micro et puis vous en faites ce que vous voulez après. Vous pouvez réagir sur tous les sujets et m'aider ainsi à contribuer au débat. On va parler tout de suite, entrer dans le vif du sujet. On a déjà brossé large, donc on va faire un peu plus spécifique. La transition écologique est face à nous et face à vous dans les Crous. Le sondage auquel je faisais référence tout à l'heure indiquait que 80% des Français jugent que les Crous améliorent les conditions de vie étudiantes. Super. 80% qu'ils permettent de suivre les études dans de bonnes conditions. Encore super. Seulement 43% estiment qu'ils contribuent à la transition écologique
ou à l'innovation. Et Sophie Roussel, directement, je vais vous demander comment vous y prenez face à ce sujet majeur, peut-être notamment dans la gestion du patrimoine pour adresser les enjeux de transition écologique. Merci. Je me permets une remarque sur le sondage. Je dirais que un des défis que ce résultat pointe, c'est notre capacité à faire savoir ce que nous faisons. Parce que s'il y a bien un endroit, enfin un champ sur lequel on a eu des progrès tangibles qui ont été mesurés, qui sont encore bien sûr en cours sur l'avenir, c'est vraiment la transition écologique pour le logement, puisque vous m'interpelliez sur la gestion du patrimoine. Depuis 2022, c'est moins 21% d'émissions de gaz à effet de serre sur nos logements. Ça inclut le soutien des collectivités locales parce qu'on sait que le mix énergétique des résidences est un point important. C'est aussi, bien sûr, la sobriété dimensionnelle. Quand on construit une résidence, quel usage on fait du foncier, des matériaux, quels matériaux on utilise. Et ensuite, les consommations, qui est là un enjeu partagé, je dirais, avec les étudiants, avec les agents aussi qui travaillent au Crous, et qui est au-delà d'outils techniques, de pilotage de nos réseaux, un enjeu de sensibilisation, de transformation qu'on retrouve dans d'autres champs que la seule transition écologique, puisqu'on l'a aussi sur d'autres volets dans le champ social, je dirais. Des retours d'expérience, plus particulièrement à Strasbourg, à faire sur ce champ-là de l'optimisation du bâti? Eh bien, sur l'optimisation du bâti, je dirais qu'on a fait 85% de l'effort. Il nous reste encore des efforts de réhabilitation sur des résidences qui sont un peu anciennes et qui auraient besoin d'un rajeunissement à tout point de vue. Et cet effort, on doit le porter aussi de façon collective parce qu'évidemment, les Crous ont la capacité pour faire de la maîtrise d'ouvrage sur des projets importants. Et je pense à un projet de résidence qui a été réhabilité récemment, qui est un des plus gros projets, le projet de la résidence Paul Appel. Il y a plusieurs auteurs qui sont dans la salle sur ce projet, mais qui est un projet énorme. C'est 50 millions d'euros, un emprunt de 20 millions d'euros pour les Crous. Donc voilà, les projets de réhabilitation, notamment thermique, c'est la capacité des Crous à s'endetter pour pouvoir porter ces projets. Et à côté, bien sûr, des financements. Les collectivités locales sont souvent des partenaires indispensables pour déclencher ces projets. Et puis, les subventions du ministère aussi qui jouent un rôle très important. Et on espère qu'elles seront encore là dans les années futures pour finir ce qu'on a commencé. Alors, le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre du réseau, c'est l'alimentation. C'est pas le logement. Et c'est en partie pour ça que vous êtes présent ici, Philippe Mauguin. On a un président d'organisme de recherche, en l'occurrence INRAE, parce que vous êtes partenaire du CNUS sur finalement la réduction de l'impact de l'alimentation en végétalisant les repas. Et c'est ce retour d'expérience que vous vouliez partager avec nous, ou qu'on voulait que vous partagiez avec nous. Ça va s'allumer tout seul, c'est magique. Ça s'allume tout seul, voilà. Ouais, super. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être là dans cette belle assemblée pour partager effectivement rapidement les enjeux de la recherche et comment et pourquoi un organisme de recherche comme INRAE s'associe au Crous et au CNUS dans cette mission. On est tous convaincus qu'on ne pourra pas alimenter la planète en 2050 en consommant comme on consomme dans les pays développés. Sur toute une série de secteurs d'activité, l'énergie, les transports, mais évidemment aussi beaucoup l'alimentation. C'est un enjeu prioritaire et stratégique pour notre organisme de recherche, INRAE, de préparer, voire d'accélérer les transitions à la fois agroécologiques, ce qui se passe dans les champs, mais en connexion avec ce qui va se passer ou ce qui doit se passer dans les assiettes, parce qu'on ne réussira pas. Parfois, on peut avoir le sentiment qu'il y a un sujet agricole en France ou dans le monde qui pourrait se gérer plus ou moins facilement avec des réglementations, de l'incitation, de l'innovation. On ne réussira pas, en fait, je n'ai pas le temps de le développer, mais il faut bien le retenir, la transition des agricultures si on ne fait pas bouger en même temps, voire peut-être précédée par des transitions alimentaires. Et c'est vrai à toutes les échelles, y compris dans notre pays, y compris dans nos territoires. Le poste de l'alimentation en gaz à effet de serre, depuis la production agricole jusqu'à la distribution dans les assiettes, alors en restauration hors foyer, comme dans les universités ou chez les ménages, c'est vraiment un poste très important. Il est difficile à réduire.
Si on regarde les Crous, c'est encore plus important parce que vous n'avez pas assumé quelque part le poste transport dans votre bilan gaz à effet de serre. On me dit que c'est plus de 60% la part de l'alimentation. Donc c'est disproportionné par rapport au reste de la société, mais de fait, et je m'en réjouis, ça vous motive, ça motive aussi les étudiants pour s'engager dans ces transitions. Alors, comment on peut le faire concrètement? Il y a 3 pistes d'amélioration pour réduire l'empreinte. On a besoin de se nourrir, ça c'est vraiment quelque chose qui ne va pas changer, mais on peut se nourrir mieux en réduisant le gaspillage alimentaire, en rééquilibrant les régimes alimentaires et en choisissant mieux aussi la façon dont l'alimentation, l'agriculture et l'alimentation est produite. Et il faut jouer ces 3 leviers en même temps. L'offre locale, l'offre bio, un certain nombre d'engagements qui sont prévus dans la loi Egalim et sur lesquels les Crous se sont engagés permet déjà de progresser sur cet axe, mais on peut aller évidemment plus loin. Le gaspillage alimentaire, gros enjeu aussi pour les restaurants universitaires, pour toute la restauration collective. Et puis, 3e sujet, peut-être le plus délicat à aborder dans les communautés étudiantes, dans la société française tout court, c'est la question du rééquilibrage des régimes alimentaires. On est un pays, et moi je suis dans un organisme où on travaille beaucoup sur les filières d'élevage pour les rendre plus durables, plus performantes au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau du bien-être animal. Mais c'est vrai qu'on a un niveau de consommation de produits carnés dans le monde occidental, dans les pays développés, qui n'est pas soutenable à l'horizon 2050. Et donc l'enjeu qui n'est pas simple, c'est de trouver dans ces transitions des agricultures et des régimes alimentaires une forme de rééquilibrage. Ce que nous disent les nutritionnistes, c'est que, et même si ça change tout au long de la vie entre le plus jeune âge et les seniors, en moyenne, 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales dans l'alimentation, ça correspond à un régime alimentaire qui est équilibré. En France et dans les pays occidentaux, on est plutôt à 65% de protéines d'origine animale qu'à 50%. Donc ça donne une petite indication sur ce que peut être un objectif de transition. Et il faut réussir ça, et je pense que c'est possible, encore une fois, tout en gardant des filières d'élevage sur nos territoires. C'est de l'activité économique, c'est de la culture, c'est de la gastronomie. Et donc c'est possible, je pense, de réduire une partie de la consommation des produits alimentaires de qualité moindre avec des niveaux d'importation qui sont aussi importants dans notre pays et dans les territoires, pour manger moins souvent de la viande, mais de meilleure qualité, élevée localement, produite de façon durable, avec une meilleure rémunération des éleveurs. Donc c'est ce défi-là qu'on a relevé, avec un premier laboratoire test, on pourrait dire un Crous Lab, là, avec les vocables d'aujourd'hui, qui était Dijon. Dijon qui a, à la fois parce qu'il y avait un intérêt du Crous et aussi parce qu'on avait des laboratoires de recherche à proximité, un dialogue s'est engagé entre les équipes pour dire, et si on testait un doublement de l'offre de plats végétariens à la cantine? Et ça a été testé sur un... Alors ça paraît simple, évidemment, comme objectif, mais tous ceux qui sont les professionnels des Crous savent que c'est pas si simple que ça, il faut tout organiser, mais bon, il y a un travail préparatoire. Ça a été testé sur un gros restaurant de l'université, 3000 repas jour si je me souviens bien, ce doublement, et ça a été un succès. Un succès au sens que la simple, et donc il y a toujours de la viande qui est proposée évidemment, mais le fait de doubler l'offre végétale a permis d'augmenter les choix spontanés et volontaires des étudiants et donc d'aller dans le sens du rééquilibrage. C'est super intéressant. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je répondrai éventuellement aux questions pour expliquer comment ça s'est fait. Et ça montre que c'est possible. Les surcoûts sont assez limités. Il y a beaucoup de préparation à faire. Et l'idée de la convention qu'on a signée avec la présidente du CNUS et ses équipes, c'est sur la base de cette expérimentation dijonnaise, Bourgogne-Franche-Comté, de l'étendre sur le territoire. Et donc notre objectif commun, partagé, c'est d'avoir demain 10 sites de Crous qui s'engagent dans cette transition. Alors j'ai parlé de l'offre végétarienne, il n'y a pas que ça, il y a aussi la sensibilisation des étudiants qui sont très demandeurs et qui peuvent être très engagés dans l'ensemble de la compréhension de ce que représente la transition agroécologique, la transition alimentaire.
Je crois que les bulletins de souscription pour les 9 Crous manquants sont à la sortie. Voilà, Ça sera signé. On est sous l'amicale coordination de Bénédicte et de son directeur, donc je crois que c'est assez avancé, Okay. la présélection, mais vous pouvez faire une forme de lobbying auprès de la présidente Pour être dans les 10 heureux élus. Ça va être un super challenge sur les territoires. Et pour nous, c'est aussi très intéressant parce que, vous l'avez compris, changer les comportements de tout un chacun, de nous, dans nos comportements, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ah oui, c'est bien de manger nutritionnel, environnemental, etc. Ce qu'on fait dans les linéaires, c'est très compliqué. Et donc, pour avoir des leviers de politique publique sur le comportement des citoyens, c'est compliqué. Donc, les lieux comme les restaurants universitaires, comme la restauration scolaire, ce qu'on fait avec la ville de Montpellier, avec les équipes de M. Delafosse, qui est super intéressant, c'est des lieux aussi prototypes, la restauration collective, c'est les lieux prototypes de l'alimentation de demain. Justement, puisque vous le mentionnez, Mickaël Delafosse, ça peut être très intéressant, votre retour, non pas forcément sur ce que vous ne maîtrisez pas, qui est les étudiants, mais la restauration scolaire. Mais il faut que les Crous se préparent, puisque les petits élèves de l'école primaire de Montpellier connaissent le steak de soja. Voilà, on a travaillé sur ça, et donc on voit qu'il y a un changement. Moi, je voudrais juste dire une chose. On peut être les alliés de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Les 3 donneurs d'ordre, c'est la restauration scolaire, c'est les hôpitaux, c'est les Crous. Et une politique d'achat sourcée, partenariale, avec des éleveurs, avec des agriculteurs, ça peut, y compris, accompagner l'évolution, la transition de notre modèle agricole, qui est aujourd'hui en difficulté, on l'entend. Et là, les Crous, comme donneurs d'ordre, peuvent jouer un rôle très important, au-delà des enjeux écologiques, qui sont majeurs, puisqu'effectivement, la viande carnée, tout ça a été très documenté, hein, le lobby de la viande, etc. Donc, si le Crous de Montpellier est volontaire, nous on l'aidera. Mais les métropoles, je sais pourquoi Dijon est partenaire, parce que depuis très longtemps, la métropole, nous avons une compétence justement sur les plans alimentaires territoriaux, et Dijon a été une des métropoles pionnières, et donc voilà, d'où ce partenariat. Et là encore, nous on peut être des partenaires. Alors, qu'en pensent les étudiants? En tant qu'à vous déjà, Suzanne Nijdam, on ne va pas vous demander de parler pour tous les étudiants, mais quel regard vous portez sur cette priorité alimentaire, au regard aussi de toutes les transitions en cours? Cette priorité, elle est essentielle pour les étudiants et étudiantes parce que c'est un sujet, la transition écologique et l'urgence écologique à laquelle on fait face aujourd'hui, qui touche énormément d'étudiants et étudiantes et qui est une de leurs grandes priorités. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les étudiants et étudiantes en arrivant à l'université sont déjà sensibilisés à tous les enjeux de la viande carnée, à aussi, au-delà de ça, comment faire pour s'alimenter différemment, mais tout en ayant une alimentation saine aussi. Et donc la question, c'est aussi comment les Crous peuvent jouer un enjeu d'éducation populaire auprès d'un public qu'on va venir finalement toucher dans un moment où c'est un moment d'émancipation, on sort du foyer familial, on se retrouve face à beaucoup de choses, et les Crous restent pour beaucoup d'étudiants et étudiantes, par l'accessibilité financière, notamment des restaurants universitaires, un endroit majeur où c'est possible de proposer ce genre de choses. Donc il y a de gros enjeux sur ce volet d'éducation populaire. Après, je dirais que c'est aussi permettre à ce que ce soit le cas, pas forcément que dans les grandes villes universitaires, mais aussi pour des campus qui sont délocalisés, des villes universitaires d'équilibre, etc., pour que tout le monde puisse avoir accès justement à ces transitions et que ça ne soit pas que focus sur certaines filières. Et au-delà de ça, je pense que les questions de transition alimentaire, elles peuvent aussi sortir de uniquement la vision des restaurants universitaires et aller plus loin dans les résidences, dans toutes les missions finalement que présente le Crous. Et je pense qu'il y a aussi des enjeux à coordonner finalement, notamment les questions de rythme universitaire, parce que pour pouvoir aller au restaurant universitaire le midi, il faut avoir le temps et la possibilité. Et quand on a son campus qui est à 20 minutes du restaurant universitaire et qu'il y a 30 minutes de queue et qu'on n'a qu'une heure de pause, ça ne marche pas. Donc c'est aussi réussir à mieux articuler. Et je sais que les Crous y travaillent, et donc un gros enjeu aussi à ce que le volet université fasse le pas de ce côté-là, pour que ça puisse être mieux coordonné et que tout le monde puisse y avoir accès. Et derrière, bien sûr, des enjeux de démocratie aussi plus larges sur comment on associe les étudiants dans ces transitions, parce qu'en les associant, c'est aussi le moment parfait pour leur faire s'en saisir plus directement pour la suite.
On reparle évidemment tout à l'heure de cette question de l'engagement. Je revendique la proposition d'une convention citoyenne sur le temps étudiant. Hein. Voilà, je sais que c'est pas... Je l'ai fait tout à l'heure, donc... que ce soit dans les minutes. Sophie Roussel, qu'est-ce qu'il faut changer dans les CROUS peut-être pour que les équipes, les chefs embarquent pleinement dans ce changement? Votre question pourrait laisser penser qu'il faut les embarquer. Et je dirais qu'il faut peut-être continuer à les embarquer parce qu'il y a vraiment, enfin, je pense que c'est méconnu à l'extérieur, un effort considérable, même de remise en question sur des traditions, des recettes. Nos agents se sont vraiment été peut-être... Enfin, voilà, la diversité de la communauté professionnelle des agents du CROUS, c'est la diversité de la société. Donc dedans, vous avez des personnes qui vont être très sensibilisées au changement climatique et puis des personnes pour qui ça reste des enjeux très lointains. Et on a ce rôle aussi, comme employeur finalement, d'accompagner ces évolutions. Et les plus de 30% de repas, de recettes non carnées qui sont proposées par les étudiants, c'est parce que derrière, des agents ont déjà mis des nouvelles recettes et aussi fait cuisiner différemment. Et ça veut dire aussi des équipements, hein, des cuissons de nuit, etc. Tout ça, ça représente de l'argent aussi et de l'accompagnement. Et les temps qu'on peut avoir aussi de construction avec les étudiants dans le cadre on a tous dans nos conseils d'administration des commissions restauration, des commissions hébergement, qui sont des moments où les étudiants peuvent rencontrer aussi nos représentants du personnel, l'administration du CROUS. Ça peut être des moments un peu solennels, mais ça peut être aussi des tests sur des recettes, etc. C'est des choses d'avoir le retour de l'étudiant sur ce qu'on propose, hein, et la qualité de ce qu'on fait, ce qu'il faut améliorer. C'est quelque chose de très motivant, très engageant. Et je pense que c'est un des leviers aussi de la transformation enfin de la réussite en tout cas de cette transformation. Après, il y a encore beaucoup à faire bien sûr, mais c'est bien engagé. C'est engagé. Claire Toury, je vous ai vu acquiescer notamment quand il a été question d'éducation populaire. Le mouvement associatif, les associations peuvent jouer ou inspirer, jouer leur rôle ou inspirer les acteurs dans cette transition. Dans ces transitions. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à venir échanger avec vous ce matin. Ça me replonge des années en arrière, donc je suis très contente de voir un certain nombre d'entre vous. Mais je voudrais, enfin, je hochais la tête parce qu'il s'avère que dans cette maison, au CESE, on a un rôle, on a la mission tous les ans de faire le rapport annuel sur l'état de la France. Donc c'est un titre un peu pompeux, mais en gros, on est censé dresser un état des lieux de comment vont les Françaises, les Français, quelles sont leurs grandes priorités, leurs grandes préoccupations. Et j'étais en train de me dire, en vous écoutant, qu'il y a 3 ans, Le Monde titrait, en sortant du rapport annuel sur l'état de la France, « Éco-anxiété, première préoccupation des Français ». Et puis, il y a 2 ans, l'environnement est passé 5e préoccupation des Français. Et puis cette année, c'est la 6e préoccupation des Français. Et donc, j'étais en train de me dire ça, donc j'hochais la tête. Alors l'éducation populaire, je vais y revenir, à 1000 vertus et a un grand rôle à jouer. Mais il me semble que... pourquoi je reviens là-dessus? Parce que, c'est ce que disait Suzanne, il y a un enjeu démocratique majeur à se saisir de la question des transitions. Mais pour le faire, il faut ne pas perdre de vue qu'il y a un débat citoyen à amorcer. Enfin, je le dis mieux que ça. En gros, le contexte politique dans lequel on s'inscrit, le contexte démocratique dans lequel on se trouve, fait que la question environnementale est devenue une préoccupation un peu marginale. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans les sondages. Et on n'a pas réglé la question écologique en 3 ans. Ça, c'est certain. Donc, du coup, ça doit nous alerter. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est dramatique et qu'on s'en sortira pas. Ça veut dire qu'il faut amorcer un changement. Et amorcer ce changement, ça veut dire embarquer les citoyennes et les citoyens. Et donc, pour le faire, il y a plein d'outils. On va parler des conventions citoyennes peut-être après, vous l'avez fait avant dans la table ronde précédente, mais il y a un outil qui est absolument puissant, c'est le tissu associatif. Et donc il y a 1,4 million d'associations en France, il y a 70 000 associations qui se créent chaque année, et un des objets premiers de création d'associations, notamment chez les jeunes, c'est la question environnementale. Donc il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des issues, mais voilà, c'est un petit point de vigilance quand même, c'est en train de passer sous les radars, et faisons attention à ce que ça ne soit pas trop oublié du débat politique. Philippe Mauguin, peut-être sur ce besoin de garder ça à la une, et également sur la conduite du changement, peut-être des retours quand même d'expérience déjà du cas dijonnais, bourguignon. Oui, sur la question du débat public, sur l'environnement qui passe, le backlash environnemental, comme ça a été dit au niveau européen et national, je pense qu'il faut, et il y a un vrai enjeu pas que de communication, mais d'engagement partagé, autour, y compris de cette question de l'alimentation, montrer, Mickaël Delafosse l'a déjà évoqué rapidement dans sa réaction,
réduire les gaz à effet de serre, c'est très techno, évidemment. Et le ramener même à l'urgence écologique climatique au moment où la COP30 vient de se finir avec des résultats mitigés, où les États-Unis en sortent, effectivement, pour des citoyens et même des jeunes qui sont dans la galère, ça peut paraître complètement hors sol. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on veut faire, c'est de montrer qu'il y a une capacité à créer de l'emploi local, à avoir une dynamique économique, une façon de se réapproprier son alimentation. C'est bien pour la planète, c'est bien pour soi, pour sa santé. Parce que les Français, si vous les posez la question dans leurs préoccupations, l'environnement c'est moins important, mais ma santé, celle de mes proches, la multiplication des cancers, qui remonte aussi dans le débat public, c'est une source de préoccupation. Donc montrer qu'on a sur des leviers de transformation un engagement citoyen qui est bon pour moi, ma santé, qui est bon pour la planète, mais qui est bon aussi pour l'économie locale, c'est un très bel enjeu. Et sans vouloir exagérer, ce levier de transformation peut le permettre de le faire. Et donc le retour, sinon, sur la façon d'accompagner les acteurs pour réussir cette expérimentation à Dijon, il y avait un travail préalable avec les responsables des cuisines, avec toute l'équipe de direction du Crous de Dijon qui avait été fait dans la durée. Il y avait une thèse CIFRE qui avait préparé l'expérimentation. Et aujourd'hui, on a prévu une nouvelle thèse CIFRE pour généraliser l'expérimentation. Ça veut dire qu'il faudra effectivement, dans chacun des sites candidats, travailler avec les équipes, mais peut-être au-delà des équipes, avec les filières locales, justement autour de ce témoignage. C'est très intéressant et on est en train de passer de cette question initiale à l'engagement citoyen en général. Donc Claire Toury, j'avais envie de vous relancer aussi là-dessus. Éclairez-nous un peu sur les ressorts de l'engagement, de la participation associative en général, pour qu'on puisse parler après de l'engagement des étudiants avec les intéressés. Alors, on a 1,4 million d'associations en France, donc peut-être je vais vite, mais la loi, le contrat d'association, il est régi par une très grande loi, une grande loi de liberté, la loi 1901, qui dit que pour faire association, il faut être au moins 2, voilà, et avoir un objet défini, et c'est tout. Et il s'avère qu'il y a 125 ans, on n'avait sans doute pas anticipé à quel point ce modèle allait être plébiscité et parfaitement adapté à l'époque dans laquelle on vit. Mais on peut dire ça de toutes les époques, donc c'est ça qui est bien avec le modèle associatif. Et donc aujourd'hui, 70 000 associations qui se créent chaque année, dans lesquelles s'engagent 20 millions de bénévoles. Tous les ans, il y a 20 millions de Français qui donnent de leur temps, donc de façon plus ou moins intense, mais quand même. Et c'est un modèle une structure, les associations salarient pas loin de 2 millions de personnes, donc c'est 10% de l'emploi privé, donc c'est vraiment, vraiment majeur. Et en plus d'être majeur, mais ça c'est mon job de vous le dire, c'est puissant dans le sens où, et je me disais ça en écoutant la table ronde précédente, dans le sens où le modèle associatif, il vient directement de la réalité et du terrain. En gros, une association, 90% des associations sont des associations ultra-locales, composées exclusivement de bénévoles, et en ça, c'est assez proche. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien avec le national chez les Crous, hein, mais il y a des liens aussi avec le réseau des Crous. Je me disais ça en vous écoutant tout à l'heure, et je me disais ça en vous écoutant aussi à l'instant. Il y a plein de choses qui peuvent être expérimentées de façon très concrète, de façon très ancrée avec le réel. Et ça, il y a des similarités aussi assez fortes avec le modèle associatif. Et donc, si on revient à la question de l'engagement pour faire la transition avec la question des jeunes, depuis 2019, pour la première fois, la part des moins de 35 ans dans le bénévolat a dépassé la part des plus de 65 ans. Et ça, c'est très, très important de le dire. Donc, quand on vous dit que les jeunes ne s'engagent pas, c'est faux. C'est complètement faux. Le problème, c'est qu'ils ne s'engagent pas là où on voudrait qu'ils s'engagent. Ça, c'est notre problème. Et ça pose des questions. Mais dire que les jeunes ne s'engagent pas, c'est complètement faux. Dire que les moins jeunes ne s'engagent pas, c'est faux aussi. Dire qu'on a un enjeu avec le bénévolat des actifs, c'est absolument vrai. Et ça pose d'autres questions, mais je ne suis pas certaine que ce soit le sujet de notre table ronde. Mais quand même, disons-le. Mais ce qui est intéressant, et peut-être que ça peut être un moyen de passer la balle pour après, pourquoi est-ce qu'on dit ça des jeunes ? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par cette jeunesse qui serait désengagée ? Parce que, je vous l'annonce, et j'espère que vous le saviez, la jeunesse est la seule catégorie sociale mouvante par laquelle tout le monde passe et de laquelle tout le monde sort. Et pour cette raison, précisément, on se permet de dire tout un tas de choses à propos des jeunes, autour de leur adhésion à la puissance publique, à l'autorité, au respect des valeurs, au fait de s'engager, qu'on ne pourrait dire à propos d'aucune autre catégorie sociale, parce qu'il y a un mouvement. Mais pour vous rassurer, on le fait depuis Platon. Vraiment, depuis Platon, et puis vous pouvez le trouver aussi chez Stefan Zweig, chez Agatha Christie,
Il y a plein de moments de l'histoire et il y a plein d'auteurs, de productions culturelles qui nous rappellent qu'on dit plein de choses à l'égard des jeunes qu'on dit à l'égard de personnes d'autres depuis toujours. Donc rassurez-vous. Enfin, je ne sais pas si ça nous rassurera beaucoup, mais rassurons-nous un peu quand même là-dessus. Et puis peut-être essayons de nous améliorer. Voilà qui effectivement passe parfaitement la balle. Merci Claire Toury à Suzanne Nudam. Effectivement, je vais rebondir du coup sur la question de la phase transitoire, de comment est vue la jeunesse, et je pense que ça va sur des questions d'engagement comme sur des questions de précarité qui ont été abordées dans la table ronde précédente. Finalement, comme c'est vu comme une phase transitoire, on peut en dire un peu tout ce qu'on veut, on peut en faire tous les préjugés qu'on veut des jeunes, et surtout, on peut ne pas s'en occuper parce qu'in fine, ils finiront par faire ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est-à-dire s'insérer, réussir, etc. Et du coup, on perd tout le sens de pourquoi a été créée l'université à la base dans ces notions d'émancipation, parce que ça devient aussi de plus en plus difficile de s'engager à des moments quand on n'a pas les moyens de le faire, les moyens juste financiers de base, quand on doit se sursalarier et que ça devient concurrentiel avec ses études, il faut aussi trouver le temps de s'engager. Ça ne veut pas dire forcément que les jeunes ou les étudiants s'engagent moins, et les chiffres nous montrent tout l'inverse, mais plutôt qu'ils s'engagent aussi différemment dans des modes d'engagement plus ponctuels, plus thématiques aussi, selon des causes sur lesquelles ils arrivent encore à capitaliser de l'espoir, parce qu'il y a aussi une notion sociétale de qu'est-ce qui est écouté, quel feedback politique aussi on a en tant que jeune quand on fait entendre sa voix, quand on se mobilise, quand on va en manifestation ou quand on va être bénévole dans une distribution alimentaire. Qu'est-ce qui est mis en place derrière par les politiques en face? Souvent, ça devient de plus en plus difficile aussi, cette écoute-là. Et donc, vous m'avez même dit, quand on préparait, j'ai adoré cette expression, on a aussi besoin de victoires, même de petites victoires, mais on a besoin de victoires. Tout à fait. On a besoin de victoires pour continuer à croire que l'engagement, ça sert à quelque chose, pour continuer à faire... à aider les autres et à mettre en place toutes ces actions-là, parce que sans ça, ça perd aussi tout le sens de pourquoi on s'engage finalement à la base. Et donc, il y a des questions de comment on peut encourager aussi l'engagement, que ce soit, j'en parlais sur le volet social, j'ai envie de dire, et on peut le répéter pas mal de fois, réformer nos bourses, s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, il y a des questions aussi, même plus académiques, sur comment on peut avoir le temps de s'engager dans toutes les filières, parce qu'actuellement, c'est pas forcément le cas. On n'a pas les mêmes rythmes d'une filière à une autre, les mêmes droits étudiants non plus. Donc, c'est des droits étudiants qui sont aussi de plus en plus attaqués dans beaucoup d'endroits et qui pénalisent finalement ces notions d'engagement derrière. Et plus largement, je pense que c'est une bataille culturelle et un combat plus sociétal à mener sur qu'est-ce qu'on attend des jeunes et est-ce qu'on veut juste que les jeunes y réussissent et y soient insérés dans la vie professionnelle le plus vite possible, alors même que tout l'écosystème et la manière dont est fait l'enseignement supérieur français actuellement nous empêche aussi de le réaliser bien. Donc l'engagement à côté prend du sens et continue à garder du sens, mais il évolue aussi profondément dû au contexte étudiant dans lequel on vit aujourd'hui. Mickaël Delafosse, j'ai envie de juste vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. Je vous ai vu là aussi acquiescer à plusieurs reprises, avoir un petit peu votre feedback, et peut-être vous aussi, Philippe, sur cette notion d'engagement très large. C'est comme une formidable bonne nouvelle. Le préjugé, c'était les jeunes ne s'engagent plus, etc. Et on apprend que les moins de 35 ans, au contraire, le font plus. Ce qui est vrai, c'est que les formes d'engagement changent. Et nous sommes des institutions. Et quand on est une institution, on institue. D'abord, on a notre propre regard. Et d'autre part, on a, quand quelqu'un a 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui dit « moi, je veux faire ci, j'aimerais faire ça », tu ne vas pas lui dire « tu prends la loi de 1901, tu vas te déclarer en préfet ». Et donc, c'est comment nous sommes, une institution, elle est agile pour prendre les désirs d'engagement et de les prendre comme une chance. Et donc, ici, une salle mise à disposition, là, une petite visibilité, une reconnaissance, quelque chose qui met en lumière. Et ça, c'est extrêmement important. Nous, on est très fiers dans les communes de nos mouvements associatifs qui jouent un rôle tellement précieux pour la cohésion, pour la fraternité. Gare Morin, il nous invite à faire des oasis de fraternité. Et l'énergie de la jeunesse sur ces causes, et causes qui changent, parce que ou qui ont des constantes, eh bien ça, c'est très important. Et nous, on a toujours un travail de se désinstituer pour que ce soit simple, que ce soit lisible. Moi, je vais être très, très concret. Maintenant, quand les jeunes ils ont un projet, ils m'écrivent via les messageries des réseaux sociaux. Et ils me le disent avec leurs mots, à leur manière. En direct. En direct.
Et quand je n'ai pas répondu et qu'ils me croisent 15 jours plus tard, ils me disent « Monsieur le maire, je vous ai écrit ». Mais attendez, j'ai 16 000 lettres par semaine, ce sont des recommandés en droit de l'urbanisme. Non. Et en fait, ils expriment. Et je vois bien que nous, aujourd'hui, on répond à institutions. Vous voyez, dans les collectivités, on a fait des caps jeunes, des choses. Bon. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir bouger, rendre plus simple. Mettre à disposition une salle, permettre aux gens de soigner. Ça vaut pour nous, ça vaut pour les CROUS, ça vaut pour les universités. Et plus c'est simple, plus c'est lisible. Mais enfin bon, là, la nouvelle de Madame Toury, voilà, c'est quand même... Ça nous fait la bonne nouvelle du jour. Mais oui, non mais attendez, c'est lutter contre un lieu commun. C'était mieux avant. Avant, les jeunes s'engageaient plus. Oui, depuis Socrate, le niveau baisse. Ouais, c'est pas Platon. Philippe Mauguin, sur cette notion d'engagement, j'ai aussi envie de vous entendre. Ouais, bah, disons que l'engagement, c'est aussi un enjeu dans la recherche. Et alors, c'est pas toujours les mêmes âges, encore que on a, au-delà du partenariat avec les CROUS, on est partenaire des universités. Donc, on a des étudiants en master qui sont sensibilisés, qui vont s'engager aussi sur des problématiques. On est partenaire d'écoles doctorales. Donc, on voit qu'il y a, c'est aussi pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Claire, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ces enjeux. C'est un peu contradictoire avec les sondages. Les Français, l'environnement passe en position 6, mais si on avait les données plus fines du sondage, je serais curieux de voir quelle est la position des 18-25 ans dans ces sondages. En tous les cas, nous, sans faire d'études quantitatives, on voit qu'il y a quand même un grand intérêt dans les universités, dans les écoles, qui sont nos partenaires pour nos thématiques, ces thématiques des transitions. Donc il faut qu'on soit capable d'organiser de façon assez simple, localement, des projets qui permettent de mobiliser cette énergie, cette envie d'engagement. On a aussi développé des recherches dites participatives, donc on a beaucoup de partenaires associatifs dans le secteur environnemental, dans le secteur de l'alimentation, de l'entraide, de la solidarité. Et donc on essaye aussi de favoriser des projets de recherche qui vont être co-conçus par nos chercheurs, des citoyens, des associations, et dans lesquels les jeunes peuvent s'engager. Donc moi, je suis aussi un peu comme Gramsci, je crois qu'il faut cultiver l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. Eh ben alors, optimisme de la volonté, les CROUS catalyseurs de ce qu'on vient de décrire. J'en termine ce tour de table par vous, Sophie Roussel. On a envie de se demander comment vous intégrez ces mouvements dans les CROUS, à quel niveau. On parlait tout à l'heure des conseils de résidence aussi étudiantes qui n'existent plus sous cette forme-là, mais vous me disiez en préparant qu'il existe d'autres moyens, peut-être plus informels. Comment vous en sortez ? Le premier levier, qui est peut-être le plus traditionnel de catalyseur, c'est évidemment la mise à disposition de moyens financiers. On a quand même beaucoup d'appels à projets et la CEVEC notamment qui retourne vers les étudiants via des appels à projets étudiants. Il y a tous les dispositifs d'accompagnement. Les institutions se sont peut-être un peu désinstituées, mais pas complètement. Donc, savoir monter un projet, savoir à quelle porte frapper, savoir comment présenter son projet, c'est aussi des compétences qu'on peut acquérir en étant accompagné par les CROUS. Et puis, au-delà, et là, ça rejoint ce que disait Mickaël Delafosse, au-delà de catalyseur, je dirais c'est presque aussi incubateur, c'est-à-dire offrir des espaces de liberté pour être réceptif à l'innovation qui peut venir des étudiants et l'accompagner. Et donc, ça veut dire aussi ouvrir des espaces, ouvrir des plages horaires qui ne sont peut-être pas celles de nos agents. Donc, comment est-ce qu'on l'organise aussi dans le cadre de notre organisation interne, parce qu'on a aussi ce défi-là. Et aussi se saisir des espaces informels, effectivement. Tout à l'heure, on parlait de l'engagement dans la gouvernance des CROUS comme un creuset de citoyenneté, quelque chose de très, très cadré, très utile, de mon point de vue, d'avoir ce retour de nos étudiants dans nos conseils d'administration. Mais il faut aussi savoir saisir la réalité. Et aujourd'hui, l'engagement des étudiants n'est peut-être pas la volonté de faire une campagne politique avec quelque chose de très formel et d'organiser sur une ligne portée par une association étudiante, un syndicat étudiant, mais malgré tout l'envie de travailler pour le commun. Et donc, dans nos restaurants, dans nos résidences, je pense qu'on a dépassé en tout cas un petit peu le côté très démocratie représentative des conseils de résidence pour pouvoir ne pas fermer la porte en disant on ne sait pas le faire de façon parfaitement égale, donc on ne va rien faire. Et au contraire, être le réceptacle, être à l'écoute en fait des souhaits d'engagement, des volontés,
pour pouvoir avoir voilà, des espaces informels où les agents du Crous et les étudiants logés se parlent de ce qu'ils ont envie de faire pour leur Crous et aussi des personnes qui veulent faire venir à l'intérieur des Crous. Un des travaux qu'on doit mener, c'est notre ouverture finalement, accueillir les associations, accueillir les projets des étudiants. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on amplifie pour pouvoir rester à l'écoute de ces transitions qui traversent la société et qui traversent les Crous aussi évidemment. Et le travail avec des associations non étudiantes dont parlait Claire Toury tout à l'heure, ça vous parle aussi? Tout à fait, ça a un rôle énorme, notamment je pense sur un champ dont on a parlé, sur la santé mentale. On a des associations qui ont construit des expertises dont on a besoin sur le sujet de la prévention, des violences à caractère sexiste, sur la santé. On a forcément besoin d'avoir ces partenaires et le travail. Et c'est aussi ces associations qui nous permettent d'aller finalement en dehors des territoires, c'est le sujet de l'après-midi, mais dans lesquels on est implanté majoritairement, et de pouvoir construire des réponses ou des espaces d'échange avec les étudiants dans les villes secondaires, en termes de cohorte d'étudiants, et pouvoir construire des réponses avec les collectivités aussi. Et c'est forcément avec des acteurs associatifs qu'on peut le faire. Suzanne, j'ai envie de vous faire réagir sur cette démocratie représentative que vous défendez bien sûr, mais vous me disiez aussi que ça ne suffit pas, il faut pouvoir aller plus loin. La démocratie représentative ne suffit pas et je pense que ça a été abordé dans les tables rondes précédentes. La démocratie étudiante n'est pas très en forme en ce moment. On est là à se satisfaire de à peine 10% de taux de participation, parmi lesquels il y a énormément d'étudiants qui ne sont même pas informés de pour quel conseil ils votent. Donc il y a d'autres modes aussi à aller chercher de démocratie, mais même juste par les projets, les choses qui sont mises en place, de définir la représentativité, pas que par les urnes, mais aussi autrement. Et je pense que tout le système, dans la manière où il a été mis en place, pousse aussi des organisations étudiantes à devenir super concurrentielles les unes avec les autres, au lieu de réfléchir à comment on se bat ensemble pour les mêmes buts communs. On n'a pas forcément tous les mêmes moyens, on n'a pas tous forcément les mêmes manières de faire les choses, mais in fine, le but il est le même, c'est réduire la précarité étudiante et l'enlever. Et typiquement, quand on n'arrive plus à travailler ensemble, ça devient un problème aussi, et ça nous montre bien qu'on a besoin d'autres choses. Et juste pour terminer très rapidement là-dessus, je pense que pour revenir très vite sur l'engagement, se pose aussi pas mal de questions de pourquoi les jeunes et les étudiants s'engagent plus. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a plus de raisons de s'engager et de raisons d'être révoltés face à ces conditions de vie et d'études? Et quand on voit des étudiants et étudiantes qui sautent des repas dans sa promo, qui sont obligés de se sursalarier à côté, bien sûr que ça donne envie de devenir bénévole dans des endroits où on peut concrètement être utile. Et c'est ce qu'on voit, nous, sur le terrain, avec nos 43 épiceries sociales et solidaires un petit peu partout. C'est des étudiants qui, en fait, c'est même pas qu'ils ont la possibilité de s'engager, c'est juste qu'ils cultivent le devoir d'une manière ou d'une autre et que ça devient aussi très sacrificiel et même concurrentiel avec leurs études à côté. Oui, donc il y a une limite à cet engagement. Je dis pas que l'engagement c'est mal. Hein, non, mais vous alertez sur le fait qu'il y a une limite aussi à être sur des missions qui sont peut-être pas les leurs. Oui, c'est ça, c'est à quel point on va remplacer des choses qui devraient être du service public directement. Et on le voit sur la notion de santé mentale étudiante. On se retrouve face à des situations où c'est des étudiants qui prennent en charge la santé mentale d'autres étudiants. Et en fait, il y a des dérives qui sont assez graves à ça, qu'il faut aussi pouvoir dénoncer, parce que le pair à pair est bien pour beaucoup de choses, dans la prévention, dans plein de sujets. Mais là, on parle de sujets qui sont graves et des conséquences qui peuvent être désastreuses. Et donc, quand on ne fait pas les choses assez bien, entre guillemets, par exemple, comment on peut s'en vouloir des conséquences qui pourraient être derrière. Donc, c'est plus interroger quelles sont les causes de l'engagement, sans dire qu'il faudrait qu'on s'engage moins, mais interroger pourquoi on s'engage et quelles limites ça peut représenter dans certaines situations, en tout cas. Claire Toury, j'essaie d'interpréter vos hochements de tête. Alors. Pourquoi on s'engage Oui, et puis peut-être cette question aussi jusqu'où doit aller le rôle des associations. Bon, alors là, oui, j'ai combien de temps ? 1 minute. Ah ouais. Trois choses. Par rapport à ce qui était dit juste avant sur la question de l'impuissance, plutôt le fait de lutter contre des idées reçues et contre des lieux communs, je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est vraiment très très important, parce que les transitions dont on parle, il y a plein de gens qui sont en train de se mobiliser pour qu'elles n'aient pas lieu. Et donc du coup, rappeler qu'il y a plein de gens qui continuent à s'engager et se mobiliser pour qu'elles aient lieu, et que le backlash écologique, il y a une autre réalité qui est possible. Je pense que c'est un impératif démocratique majeur, et ça s'appelle lutter contre le sentiment d'impuissance qui nous envahit un peu trop souvent, et je pense que c'est le défi de notre époque, vraiment. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point sur la question associative,
Les associations, elles ne sont pas là uniquement pour pallier aux déficiences des pouvoirs publics. Et heureusement, le modèle associatif, c'est d'abord et avant tout un modèle d'engagement. On donne de son temps, on rencontre des gens, on trouve des solutions. Parfois, la solution, elle se fait à bas bruit. Je pense à un groupe de jeunes que j'avais rencontré dans le cadre d'un avis du CESE à Marseille, qui nous expliquaient que grâce à l'association qu'ils avaient créée, ils avaient mis la pression sur l'élu local et ils avaient obtenu le fait que le stade de foot soit éclairé après 18h en hiver. Ça a changé leur vie. Concrètement, ça a changé leur vie. C'est une petite victoire. Je pense au sida. Il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, c'était les 40 ans. Les 40 ans du sida, je ne sais pas si c'est bien dit, mais... Et là, on a mis en avant le rôle majeur des associations qui ont interpellé et sans qui on n'aurait pas eu les financements qu'on a eus pour la recherche pour le sida. Je pense au service civique, on en parlait à l'instant. Le service civique, au départ, c'est une politique publique qui est pensée par les acteurs associatifs. Il y a 1000 exemples comme ça où il y a des victoires. Bon, on en a un peu moins en ce moment, je te le concède, Suzanne, mais quand même, il y a des victoires et ça change la vie des gens. Et puis parfois, les associations, effectivement, elles pallient aux déficiences des pouvoirs publics. Et la question, c'est jusqu'où on accepte que ce soit le cas. Et là, c'est un débat politique, il y a un débat citoyen, donc je pourrais vous donner mon avis. Je ne suis pas certaine que ce soit ce qui est le plus attendu. Mais bon, je vais un peu vite. Et troisième point sur l'engagement des jeunes notamment, et pourquoi on s'engage. Moi, je crois qu'on ne peut pas nier le fait que grandir, et je dis bien ce mot-là, dans un monde qui successivement voit Trump, Bolsonaro, le Brexit, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, n'importe quoi, de nouveau Trump et j'en passe, c'est pas la même chose que vieillir dans ce monde-là. Ce n'est pas pareil. Grandir dans ce monde-là, se construire socialement, politiquement dans ce monde-là, forcément, ça transforme profondément votre rapport à l'autre, votre rôle dans la société, la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous vous engagez. Et j'ai pas trop le temps de développer, mais il me semble qu'on est en train de voir une bascule dans l'engagement chez les jeunes, depuis quelques années maintenant, depuis Greta Thunberg, on va dire. Et c'est un engagement qui est beaucoup plus radical, au sens de prendre à la racine, qui appelle à un changement systémique de société, parce que face à la crise écologique, face à la précarité qui augmente, je vous renvoie à l'INSEE et au taux de la pauvreté qui ont augmenté pour la première fois depuis que les chiffres sont mesurés cette année. C'est quand même préoccupant. Face à tout ça, on a besoin d'aller en profondeur et de créer un mouvement profond de transformation de la société. Merci. On va ouvrir sur un autre sujet, un autre volet de cette question des transitions, qui est l'inclusion, la diversité, l'égalité. Je reviens toujours à ce sondage parce que c'est notre élément d'actualité. Il y a certainement d'autres sources encore plus complètes, mais près de 55% des Français qui ont été interrogés estiment que les Crous participent à la lutte contre les discriminations et les violences sexistes. Peut-être Sophie Roussel, pour partir du concret, comment est-ce que vous renforcez le rôle des Crous, de votre Crous, sur ces sujets-là? Comment vous l'avez vu aussi évoluer? On travaille sur 2 niveaux en parallèle. Il y a le niveau peut-être le plus simple, je dirais, même s'il n'est pas simple à mettre en œuvre, mais qui est la prise en charge, l'écoute, le signalement et les mesures qu'on peut mettre en place. Et donc ça, c'est de nouveau un travail avec des associations aussi pour mettre en place des cellules et aussi mettre en capacité nos agents de recevoir ces écoutes, parce que même s'il y a des cellules professionnelles ou expertes en tout cas, associatives souvent, qui reçoivent les témoignages des victimes ou des témoins, nos agents, nos veilleurs, nos agents d'accueil sont aussi ces médiateurs sociaux qui écoutent cette parole. Donc on a ce travail de mettre en place un cadre sécurisé et ensuite mettre en place une réponse. C'est la première chose. Et l'autre aspect sur lequel on travaille en parallèle, et là je dirais que le défi est encore plus difficile à relever, c'est celui de la prévention et des transformations de fond, des comportements. Et là, c'est beaucoup des projets avec les étudiants, finalement, avec les associations étudiantes. Dans le cadre de la semaine de la CEVEC là, qui a été célébrée dans tous les Crous début novembre, il y a eu beaucoup de mise en valeur de projets qui ont été portés pour que ces espaces finalement, parce que d'être au Crous, c'est des lieux de vie, enfin, c'est des résidences, des restaurants, donc c'est les thématiques, on peut facilement trouver des récits incarnés qui permettent
de toucher et de pas être juste sur un cadre juridique, par exemple. Ok, c'est dans le code pénal, très bien, mais ça va pas parler à quelqu'un. Par contre, si on lui décrit une situation, ça peut jouer. On doit aussi se saisir des outils modernes, de l'intelligence artificielle, du numérique, pour proposer aussi des façons d'aborder ces questions qui soient plus interpellantes, qui soient plus concrètes et qui permettent d'avoir un effet sur cette prévention. Mais la prévention, c'est d'abord quelque chose qui est partagé, et ensuite c'est vraiment un travail de longue haleine. Les Crous peuvent être ces acteurs-là, mais pas tout seul. On a besoin des étudiants et finalement de tous les partenaires des établissements, des collectivités pour réussir cette action. L'inclusion, Suzanne, le meilleur accueil des diversités, c'est quelque chose que vous défendez, que vous voyez correctement pris en compte. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est quelque chose qu'on défend de plusieurs manières, à la fois par le côté revendicatif de ce qu'on va demander aux universités, aux Crous, aux ministères, etc., de pouvoir mettre en place pour que les choses avancent et s'améliorent là-dessus. Donc on va être dans les mêmes dynamiques là-dessus de comment on peut pallier à la fois des volets prise en charge et des volets plus prévention, parce que les deux sont essentiels. Et donc c'est aussi comment l'information qui est donnée, elle est donnée pour à la fois des questions de prévention, mais aussi des questions de prise en charge, parce qu'on a un gros problème actuellement sur le manque de lisibilité de qu'est-ce que je peux faire quand il y a une situation. Et donc, on pense là-dessus que les Crous peuvent jouer un rôle qui est assez majeur parce que, de base, ils représentent un acteur de proximité et de premier recours pour énormément d'étudiants et étudiantes. Ce n'est pas le cas de toutes et tous, mais le Crous, c'est l'acteur auprès duquel on fait beaucoup de demandes, on fait beaucoup de choses, on a des personnes qui en sont proches aussi. Et ça implique derrière qu'on doit avoir des personnels des Crous qui sont formés aussi à pouvoir recueillir, réorienter et informer correctement des victimes, potentielles victimes, etc. Et derrière, nous, c'est quelque chose qu'on travaille en parallèle aussi parce qu'on sait qu'on a aussi notre rôle à jouer là-dessus en tant qu'acteur du monde associatif plus largement sur des notions de prévention, d'information et de comment on peut éviter d'en arriver à ces situations-là et faire en sorte que les événements en dehors de tout ça se passent du mieux possible, qu'ils soient plus responsables, plus safe, plus inclusifs de manière large. Et donc c'est quelque chose qu'on travaille aussi de notre côté en parallèle des revendications qu'on peut demander. Michael Delafosse, vous disiez tout à l'heure que les élèves qui goûtaient au bio arrivaient maintenant dans les universités, qui arrivent aussi dans les universités depuis quelques années, c'est les élèves porteurs de handicap, alors les universités et les Crous, avec là aussi beaucoup plus d'adaptation. Donc là, c'est plutôt aux responsables de l'enseignement scolaire que je m'adresse, mais qu'est-ce qui attend l'enseignement supérieur là, en termes d'enjeux ? Si on évoque la question des jeunes en situation de handicap, les Crous, on doit tous s'y mettre. Les maires, c'est la voirie. C'est la voirie. C'est une violence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller d'un point A à un point B sur son lieu d'études à son restaurant universitaire ? Est-ce que dans les attributions de logement, et là, notre pays a des efforts considérables à faire tout azimut, et c'est une parole que nous devons capter sur les priorités d'aménagement, parce que notre pays, et c'est très bien, et c'est remarquable, a fait des efforts depuis la loi de 2003, mais nous sommes encore dans des situations de grande fragilité. Donc là, c'est aussi un travail commun. C'est des choses où on voit d'ailleurs l'engagement étudiant surgir en forme d'interpellation sur des problèmes. Et merci. Moi, je voudrais évoquer deux sujets rapidement. La question des femmes et du harcèlement. Et donc, effectivement, comment on est tous partie prenante sur ces sujets. C'est des témoignages qui nous arrivent. Jeunes femmes qui nous disent, qui ont 20 ans, 22 ans, pas en sécurité dans les transports collectifs. Je me fais agresser. Ou qu'est-ce que le harcèlement ? Là, il y a du travail. Alors, c'est des choses où, moi, je ne peux que plaider pour une culture de la coopération entre les acteurs. Nous avons mis en place là, une application SOS dans les transports en commun où on peut enregistrer s'il y a une situation et ensuite projeter et protéger. Très important. Faire connaître, faire en commun. Je voudrais prendre un exemple de faire en commun que nous avons mené à Montpellier, Université, Crous et Ville, qui est pour moi un enjeu mais absolument majeur. L'accès à la contraception et à l'IVG. C'est pas simple ça. Quand on se retrouve, où est-ce qu'on va, comment on est, surtout pour une étudiante qui n'est pas de sa ville. Voilà. Là, nous, on a bâti ensemble un centre de santé universitaire. Consultation spécifique, pour Olivier Rey faisait un petit peu allusion à ça,
sur le volet santé mentale. On fait ça avec Mme Béjean qui est là. Consultation médecine générale, convention d'orthogénie avec le CHU, pour que ça aille vite, pour que ce soit clair. Parce que, évidemment, quand on a d'autres préoccupations, mais qu'on est confronté à ces questionnements, comment nous sommes accompagnés? Et là, c'est la culture du partenariat. C'est notre capacité à mettre à l'agenda des politiques publiques du commun pour faire ensemble. Parce que la question, c'est... J'étais très sensible à la manière dont vous avez exprimé. Le Crous agit comme un repère. Le Resto U, la résidence étudiante, le lieu d'études. Et il est dans un environnement, sa ville, où il y a plusieurs acteurs. Et nous, mieux nous coordonner, mieux parler ensemble, mieux mettre à l'agenda pour être plus efficace, pour être plus inclusif. Mais pour reprendre à votre question sur l'inclusion des étudiants et étudiantes en situation de handicap, là, partout, le travail reste encore devant nous. Encore devant nous. Merci. Claire Toury, pour terminer ce tour de table sur ces questions inclusion, diversité, la perspective associative. Je rebondis sur ce que vient de dire Mickaël Delafosse, parce que je pense qu'il y a plein de choses que l'institution ne voit pas. Et c'est normal, en fait. Enfin, il ne faut pas se jeter la pierre. On a tous des grandes fonctions, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être partout. Et donc, c'est là où, à la fois du côté des associations étudiantes, mais des associations en général, il y a aussi ce rôle d'alerte et d'interpellation et de rendre visible des problématiques très concrètes. Donc, voilà, cet endroit n'est pas accessible. Ça ne marche pas, ou je ne comprends pas, vous avez fait ce site internet qui est très beau, etc., mais pour moi, je n'y ai pas accès, je ne sais pas comment le parcourir. Il y a des endroits qui sont des zones d'insécurité pour certains publics qui n'arrivent pas à se sentir à l'aise, etc. Et ça, l'institution ne peut pas être partout. Et c'est le grand problème qu'on a en France. On pense que l'État doit être partout, tout voir et tout contrôler. Enfin, tout contrôler peut-être pas, mais en tout cas répondre à tous les problèmes. C'est pas possible. Et c'est pas non plus possible pour aucune institution, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, c'est là où le rôle de chacun, c'est de faire savoir, de faire connaître, de rendre visible. Et ça reboucle avec le point de départ, parce que la question des transitions, c'est une question éminemment démocratique. Et une démocratie qui va bien, c'est une démocratie dans laquelle on est plusieurs acteurs à jouer un rôle différent et complémentaire. Et une démocratie qui va bien, c'est une société, en tout cas, où les individus savent qu'ils peuvent contribuer à faire la différence, même si c'est en faisant un petit mouvement. Et je pense que c'est un peu le message qu'on a essayé de porter ce matin. Et c'est très bien porté. Je retermine juste par vous, et puis après on prend les questions de la salle. Sophie Roussel, sur ce sujet du handicap, en parlant, en préparant, vous me disiez c'est la diversification aussi des sujets, des types de handicap à traiter qui marquent beaucoup les directeurs, enfin les équipes. Oui, tout à fait. On a effectivement les handicaps moteurs qui sont, j'allais dire, bien connus, même si la rupture de correspondance est quand même fréquente, malheureusement. Et puis il y a tous les handicaps qu'on appelle invisibles, mais qui sont aussi un défi, et qui sont un défi particulier dans les lieux collectifs dont on a la responsabilité. J'ai raconté l'anecdote d'un parent qui interpellait le Crous de Strasbourg, qui voulait absolument une place en résidence parce que son enfant avait des troubles autistiques. Il disait, mais comprenez, au Crous, il ne sera pas tout seul, il sera encadré, il sera sécurisé. Donc on a dit, mais le Crous, attention, on n'est quand même pas, on n'a pas de compétences particulières sur ce domaine-là. Il disait, mais en même temps, il faut absolument qu'il n'y ait absolument aucun bruit, la lumière, le noir total la nuit. Et en fait, on était face à des demandes. Enfin, on comprend très bien ce parent qui demande ça pour son enfant. Et on se pose la question de comment est-ce que nous, le Crous, on est capable de répondre et de proposer cette prise en charge. Et la réalité, c'est que ce genre de demande est de plus en plus fréquente et qu'on doit aussi intégrer dans la conception de nos projets futurs, de nos restaurants, de nos résidences, de nos salles associatives, cette thématique. Un autre exemple d'une coopération concrète qui a rien à voir, mais qui a bien fonctionné avec l'Université de Strasbourg sur justement ce type de handicap. On avait la difficulté de quelqu'un qui était très mal à l'aise dans une file d'attente de restaurant. Et la difficulté que les agents du Crous qui surveillent que ça se passe correctement dans le restaurant ne pouvaient pas deviner que cette personne avait un problème et les autres usagers non plus. Et donc on a mis en place une carte de reconnaissance du handicap qui était partagée avec l'université et le Crous et qui a permis de façon très simple finalement de résoudre cette petite situation. C'est un exemple, mais il y en aurait sans doute d'autres et sûrement plein d'autres exemples auxquels on n'a pas pensé pour essayer de faciliter ces parcours et s'adapter à cette diversité qui est un des points d'entrée finalement de la conférence de ce matin, la diversité des étudiants.
Eh ben, merci beaucoup. J'ai déjà une main qui s'est levée pendant que vous terminiez votre propos, donc je vais me promener. Je rappelle que vous pouvez prendre la parole là-haut aussi, hein. Alors, attendez, où est-ce que vous étiez? Voilà, je fais circuler le micro, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour et merci de l'accueil. Je me présente, je suis Gabriel Rupert, je suis vice-président étudiant du Crous de Créteil. Bon, déjà, je souhaitais remercier les Crous et le CNUS pour l'accueil et pour tout le travail qui a été accompli quand même depuis les années 50 pour arriver à là où on en est aujourd'hui. Mais ma question, c'est les difficultés que rencontrent les Crous dans l'avancée face à ces transitions auxquelles on est amené à participer. C'est notamment parce que on décide, par exemple, typiquement, les Crous décident de ce que mangent les étudiants. Quand un étudiant il a que le budget pour aller au Crous, eh ben, il a le choix entre ce que le Crous lui propose et ce que le Crous lui propose. Il est obligé de faire avec ça, et au fond, en fait, le Crous choisit ce que les étudiants ne vont pas manger. C'est des questions qui, quand on se demande justement quels sont les enjeux écologiques, les enjeux de l'impact sur la nutrition des étudiants, de ce qu'ils vont manger, et également l'impact environnemental sur l'agriculture, par exemple, en France, en Europe, on rencontre des enjeux, les émissions de carbone, le bio, ou encore l'équilibre nutritif. Et je voulais demander justement quels sont les obstacles qui vont être rencontrés dans l'action publique pour pouvoir mettre en place ces changements. Typiquement, à Montpellier, une mairie, comme pour les Crous, ça va être les marchés publics. Est-ce que les marchés publics, de par la volonté de mettre tout le monde à égalité, il n'y a pas aussi des freins, par exemple, sur les enjeux écologiques? Et voilà pour ma question, je ne vous embête pas plus longtemps. C'est pas mal. En plus, on a le retour d'expérience aussi sur la végétalisation, la question des marchés publics. Qui veut réagir? Philippe, Sophie Peut-être que Sophie sera plus concrète que moi dans la réponse. Sur le fait qu'il y a effectivement, il y a des freins sur la restauration collective, qu'elle soit scolaire, universitaire ou pour parler de la fin de vie des EHPAD, oui. C'est vrai que c'est compliqué parce que les marchés publics, pour les raisons que vous connaissez, c'est une réglementation qui est quand même très prégnante, très prescriptive par rapport à l'engagement des finances publiques. Et la logique, pour faire très 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 simple, c'était surtout qu'on veut tenir des budgets, offrir des repas qui soient à des prix raisonnables, c'était le moins coûtant passe en premier. Et donc proposer des offres végétales diversifiées, de qualité, faire monter des filières légumineuses dans l'approvisionnement sur des petits volumes au début, etc., face à des produits qui peuvent être importés, soit qui peuvent être de la viande importée bas de gamme, mais aussi des nuggets de légumes bas de gamme, etc., c'est pas si simple. Donc il y a un travail qui a été fait déjà depuis pas mal d'années pour donner un cadre qui permet aux acheteurs de mettre dans les marchés publics des éléments. Alors il y a la loi Egalim, elle donne un certain nombre de bases qui, pour le bio, 25% bio, 50% de produits sous signe de qualité. Ça, c'est une base sur laquelle les acheteurs peuvent se poser. Quand on va plus fin, comme on est en train de le faire avec le CNUS, il n'y a pas forcément toutes ces références. Donc il y a aussi des marges de manœuvre qui sont possibles dans la vie réelle, mais qu'il faut partager avec les gestionnaires qui peuvent se dire ah oui, mais je ne vais pas rajouter des conditions particulières. C'est tout ce travail qu'il faut qu'on fasse ensemble pour distinguer les vrais freins qui sont durs et qu'il faut faire lever par la loi ou les décrets, et puis après une compréhension des freins par les acteurs qui sont dans les équipes des Crous. Et puis après, on peut même avoir un accord ensemble et puis dire, ok, on va doubler l'offre végétale et on veut qu'elle soit locale, qu'elle soit sur BFC ou qu'elle soit sur Montpellier ou sur l'Occitanie, et se heurter après à des difficultés concrètes d'organisation. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des filières végétales ou animales locales de qualité qui répondent. Et si on a fait, parce qu'on est sur un achat régional, on n'a pas trouvé l'offre, on peut avoir des difficultés. Sophie Roussel, vous voulez compléter? Effectivement, les Crous ont un rôle prescripteur dans leur façon d'acheter pour les restaurants universitaires, et la centrale d'achat du réseau des Crous joue ce rôle
en supprimant par exemple des références. Aujourd'hui, les steaks hachés sont bio, l'emmental frais et bio, et les acheteurs des Crous, enfin les cuisiniers ne peuvent pas choisir de l'emmental qui serait pas bio pour leur menu. Donc on a la contrainte, elle passe aussi dans notre façon d'acheter, et ça c'est un choix politique où on dit préférence pour telle qualité parce qu'on a ces objectifs-là. Et le coût, on l'absorbera. Et le ministère nous a quand même beaucoup accompagnés pour la montée en gamme de l'offre de restauration. Après, sur les achats locaux, sur les produits frais, notamment les produits non transformés ou à peine transformés, dans le sens, par exemple, des légumes qui seraient épluchés mais pas cuisinés et qui seraient crus, on a le sujet de la structuration des filières logistiques, pour compléter ce que vous avez pu dire sur la production. Les restaurants universitaires, c'est une activité cyclique, c'est des points de livraison sur le territoire qui sont tous à la même heure, le même jour, et il faut avoir des acteurs qui puissent aller du producteur de pommes de terre qui est peut-être juste à côté, mais que le producteur puisse venir livrer tous les Crous tel jour, ou peut-être des jours décalés. Et donc en fait, c'est sur ces sujets-là qu'on discute avec les collectivités dans le cadre des programmes alimentaires territoriaux pour structurer des acteurs qui puissent répondre aussi à ces contraintes-là, qui sont les contraintes de l'activité de la restauration collective. Et cette étape est décisive pour pouvoir ensuite dire les pommes du Resto U sont des pommes d'Alsace et pas des pommes de Touraine, même si celles de Touraine sont très bien aussi. Mais voilà. Moins bien que celles d'Alsace, mais bon, ça c'est personnel. Mickaël Delafosse, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, non, mais juste, c'est transition. Transition, c'est partir d'un point A, aller à un point B, et surtout, il ne faut pas tromper les gens, c'est pas Yaka Faucon. Et ça peut être très frustrant d'ailleurs, en se disant ça va pas assez vite, parce que nous on a essuyé beaucoup de plâtre pour l'alimentation de la cantine des petits Montpelliérains, des petites Montpelliéraines, parce que vous faites un appel d'offres et vous espérez que ceux qui peuvent vous approvisionner au bon prix, la qualité, etc., et ils ne répondent pas. Et donc, ce qui est très important, ça vaut pour les Crous, ça vaut pour les villes, voilà, c'est d'aller voir les filières, c'est de parler avec nos agriculteurs. Moi, j'ai une conviction, c'est que c'est les villes étudiantes, les villes qui vont aider le modèle alimentaire français à bouger. Mais il faut l'accompagner, il faut structurer les filières, il faut être très patient. Et de la même manière qu'il y a des enjeux logistiques, un agriculteur, il a ses propres contraintes. Est-ce que sa ressource en eau... Enfin, mais voilà, nous, on peut donner un cap. Et un Crous, une ville, un hôpital, ce sont des grands donneurs d'ordre qui peuvent pérenniser le revenu. Mais il faut être très... Enfin, voilà, il faut être très transparent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une transition qu'on doit opérer. Voilà. Mais... les marchés publics, ils peuvent mettre des conditions, mais il faut aussi les accompagner, il faut aller voir des gens. Par exemple, nous, sur le poisson, on est allé démarcher les criées. La criée d'Agde, la criée du Gros du Roi, et on a dit aux pêcheurs, structurez-vous, organisez-vous. Mais voilà. Et donc, plus on fait ce travail, mieux on est. Mais là, encore une fois, c'est une logique partenariale, d'échange. Puis après, il y a le verdict des marchés publics, et ça aussi... Alors on a pas mal de demandes de prise de parole, là. Allez-y. Oui, rebonjour, toujours pour la CFDT. On vous a entendu dire beaucoup, depuis tout à l'heure, énoncer le restaurant universitaire, alors qu'on sait très bien que le modèle économique actuel des Crous repose en grande partie sur la restauration diversifiée également, restauration diversifiée qui est servie dans les cafétérias, qui est souvent plus carbonée, mais aussi plus rentable que la restauration traditionnelle. Et donc, dans ce contexte-là, comment concilier l'exigence de transition écologique, végétalisation, etc. Alors, excusez-moi, parce que... Hop. C'est pour ça que moi, j'ai un micro-casque, ça aide vachement. Mais bon, il n'y en a qu'un. La réduction du gaspillage et baisse de l'empreinte carbone, avec un modèle économique qui incite aujourd'hui à développer des offres plus émettrices, mais financièrement nécessaires à l'équilibre des établissements. Voilà. Et donc, comment éviter que la transition écologique ne fragilise l'accessibilité sociale du service pour les étudiants les plus précaires ? Je vous remercie.
C'est pour vous, Sophie. Hein. Pour moi, il n'y a pas de, c'est pas antinomique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que la restauration dite diversifiée, c'est-à-dire l'offre de cafétéria des Crous notamment, soit hors du champ de la transition écologique. Et je dirais même, y compris des prestations qui peuvent être dites exceptionnelles, comme des buffets, etc. Pour l'inauguration de la résidence dont je parlais, le buffet était végétarien, parce que je voulais que les invités se rendent compte de ce que savaient faire les cuisiniers du Crous en matière d'offres végétariennes. À Strasbourg, à la demande des étudiants, on a mis un deuxième sandwich végé dans la formule éligible au tarif 3 €, 1 €, parce que tout le monde en avait assez d'avoir que le maraîcher comme offre. Donc, et puis, dans la restauration diversifiée qui inclut la vente emportée, on a tout le défi du plastique, du jetable. Et là aussi, il y a d'énormes... Enfin, je veux dire, c'est un champ qui est complètement investi. Pour moi, c'est la transition environnementale en matière de restauration Crous. Aucun segment n'est exclu. Et je ne vois pas quelle pourrait être la justification d'en exclure un. Vraiment pas. On a une question de l'autre côté de l'auditorium. Non ? Ah, pardon. Ah bah allez-y, on va les faire dans l'ordre. Excusez-moi. Non, allez-y. Donc Jean d'Audrey-Vignier, vice-président étudiant du Crous Lorraine. Je vous ai bien écouté attentivement tout à l'heure, Madame Toury, Monsieur Delafosse, Suzanne. Ma question, je l'ai écrite parce que comme ça c'est plus simple. On observe souvent une compartimentation des engagements associatifs étudiants. Les transitions sont organisées pour assurer un futur meilleur. Comment les collectivités territoriales ainsi que les organismes publics peuvent lier et mutualiser ces engagements associatifs pour qu'ils deviennent plus efficaces et durables, pour former un véritable tissu associatif et lier les générations? Vaste programme. Comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Mais non, mais c'est un peu la question que je posais sur l'institutionnalisation. Enfin, moi, je le dis, hein, comme maire, c'est une chance quand des étudiants s'engagent dans une ville. Ils en sont partie prenante, ils se l'approprient, ça mute, c'est plein de projets. Donc voilà, il faut travailler ensemble, il faut donner des permanences de locaux associatifs dans les universités, dans les Crous, voilà, et accompagner les renouvellements parce qu'on est partie prenante. Moi, j'écoute, on parle de l'alimentation. En vous entendant là sur le plastique, je me disais, ah oui, hein. Baisser, parce que nous, on gère les déchets, les métropoles. Et là, on va nous augmenter la TGAP. Donc, c'est moins... Non, mais... Et les étudiants, par exemple, sur ces sujets-là, les étudiantes, c'est des sujets qui s'en prennent, dont ils sont partie prenante. Vous savez, il y a plein de gens qui s'impliquent. Donc, nous, voilà, il faut qu'on ait une forme dynamique, ouverte, partenariale, pour toujours... Enfin, c'est un état d'esprit. Favoriser l'engagement étudiant, favoriser la vitalité étudiante. Moi, je dis souvent, montre-moi le nombre d'associations que tu as dans ta ville, je te dirai quelle est la conception de la démocratie. Voilà, c'est un état d'esprit. Et d'une certaine manière, vous êtes vice-président étudiant, voilà, interpellez les élus locaux qui parfois auront un peu du mal à vous ouvrir la porte, parce que c'est normal, histoire d'agenda, mais voilà. Et comment faire ensemble? Parce que votre mandat, c'est 2 ans. Un maire, c'est 6 ans. Donc, il se dit, j'en ai 3. Ou parfois, vous êtes réélu. Non, mais... Et pour poser ces questions-là, je sais qu'il y a beaucoup de représentants de Crous. C'est très important parce que c'est une chance dans une ville. C'est une chance parce que c'est une expérience pour les étudiants. C'est un enrichissement pour la ville. C'est une construction de citoyenneté. Ça nous aide aussi, dans les politiques publiques, à identifier des vulnérabilités sur lesquelles on est parfois aveugle. Et pas aveugle parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on les méconnaît, parce qu'on apparaît loin, parce que dans l'agenda des collectivités, que ce soit vos élus de région, vos élus de département, vos élus municipaux, sont sur 1000 sujets. Mais c'est à challenger. Et ça, voilà, c'est ma manière. La question, c'est l'état d'esprit. Vous voyez, Merci, Mickaël. Si on avait la boîte à outils automatique...
Je vais devoir commencer à faire le buzzer aussi parce qu'on arrive... Non, mais c'est très bien, mais c'est passionnant. Et je veux qu'on prenne la dernière question, mais Suzanne aussi, vous êtes saisie du micro, donc je vous laisse réagir. En très rapide, je vais essayer, mais du coup, il y a un vrai enjeu à ce que les collectivités, elles aident en faisant plein de choses. Ça peut être des subventions, ça peut être des locaux, ça peut être du matériel mis à disposition, ça peut être des publicités sur l'engagement, tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de demandes, mais quand on est une association et qu'on veut mettre en place un projet, va voir telle personne, puis va voir telle autre personne, puis va voir telle autre. Et en fait, on se renvoie tous la balle et derrière, ça devient de plus en plus difficile aussi. Je pense que tu le dirais bien mieux que moi, mais sur les difficultés des associations en ce moment à pouvoir se financer, à pouvoir continuer à mettre en place leurs actions, ça devient aussi de plus en plus dur. Donc on a besoin des collectivités au local pour pouvoir continuer tous ces projets qui ne pourraient plus avoir lieu sans ça. Merci Suzanne. Madame, vous aurez la dernière question de la matinée. Merci. Alors c'est une contribution davantage qu'une question, mais c'est en rebond à différents propos qui ont été dits jusqu'à présent. Notamment, je reprends ce que Claire Toury disait sur le fait que l'institution ne peut être partout. Et Sophie Roussel, vous complétiez avec... Présentez-vous juste, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive, avec le fait que les associations ont développé des expertises sur lesquelles les institutions peuvent s'appuyer. Donc, je représente l'association Nightline, qui travaille sur le sujet de la santé mentale, donc en France depuis 10 ans et en Europe depuis plus de 50 ans, sur une démarche de pair à pair. Donc, ce sont des jeunes qui vont soutenir et former, écouter ou accompagner d'autres jeunes. Et donc, par rapport à ce que vous pouviez dire tout à l'heure, Suzanne Nidjan, en fait, il ne s'agit pas de se substituer à l'action publique et à l'action au service public. Donc ça, effectivement, nous ne le souhaitons pas. Et je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait que c'est important qu'il n'y ait pas cette logique de substitution. Et pour autant, dans une logique partenariale, dans une logique de complémentarité, dans une logique aussi d'ancrage territorial, on est en partenariat avec 80 établissements d'enseignement supérieur, les CROUS, le CNUS aussi et les collectivités territoriales. C'est important d'avoir une approche qui soit une approche qui puisse être graduée, en fait, justement parce que l'institution ne peut pas être partout. Et donc l'approche graduée, c'est considérer que chacun a un rôle à jouer dans les transitions qui ont été évoquées, dans le sujet de la santé mentale pour ce qui nous concerne. Et donc on peut faire des acteurs de prévention. Les citoyens peuvent être des acteurs de prévention et chacun dans son milieu. Donc les étudiants et les étudiantes sont et peuvent être des acteurs de prévention dans leur milieu, dans leur communauté étudiante. On sait que souvent, quand le mal-être étudiant est repéré, on va dire, par des grands adultes ou par les professionnels de santé, ou que le pas de la consultation est franchi, en fait, il s'est déjà passé beaucoup de temps sur lesquels il y avait des signaux faibles, sur lesquels il y avait des choses à repérer, que des sentinelles sur le terrain ou que d'autres étudiants peuvent repérer. Donc l'idée, c'est de favoriser aussi l'engagement sur ces sujets. Voilà, pour conclure, en tout cas, de favoriser l'engagement aussi des étudiants et des étudiantes à cet âge charnière sur ces sujets de la santé mentale, qui sont les premières sentinelles, finalement, autant que les premières personnes à accompagner. Eh bien, le message est bien passé. On arrive au terme, vous ne le voyez pas, mais notre buzzer virtuel a sonné. On peut applaudir et remercier nos 5 intervenants pour ce super débat. On a un tout petit retard, mais il est modéré, donc notre déjeuner n'est pas mis en péril, votre déjeuner n'est pas mis en péril. On se retrouve ici à 14h30 pour reprendre. Encore merci à tous. Turn the lights down low, turn the lights down low on this shabby town. Every street I know only drags you down. Hear the poet's voice.